Bonjour à tous et bienvenue au replay Web Café, éducation thérapeutique et activité physique adaptée, une combinaison aux multiples bénéfices. Donc moi je suis Aurélie Ducrot, je suis chargée de mission ressources en éducation thérapeutique chez Planète Patient. Et donc je vais être accompagnée d'Isabelle Pierre, chargée de projet en sport santé chez Planète Patient, qui va animer la table ronde. Au programme de cette table ronde, donc des intervenants, bien sûr, 3 intervenants qui vont répondre aux questions suivantes. Donc, en quoi est-ce intéressant d'associer ETP et APA? Dans quel cas proposer un tel parcours? Quels mots pour aller de l'un vers l'autre? L'activité physique adaptée peut-elle être un levier vers l'éducation thérapeutique et réciproquement? Qu'est-ce qui permet de détecter un besoin et comment maintenir la motivation? Et donc, à la fin, on prendra le temps de répondre à vos questions posées dans la conversation. Alors, avec nous aujourd'hui, le docteur Audrey Armand, médecin généraliste et maître de conférence au DUMG de Caen. Le docteur Bruno Burel, médecin du sport et président de Vital Action, et monsieur Thibault Lemoine, chargé de la coordination des maisons sport santé de l'Eure et chargé de projet au pôle de recherche de l'AMUS. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Isabelle, qui aura la charge de rappeler aussi aux intervenants de ne pas trop parler s'ils débordent un petit peu pour qu'on tienne les timings de la journée. À toi, Isabelle, merci. Merci beaucoup Aurélie pour l'invitation. Et donc en effet, je suis aujourd'hui le maître du temps et c'est moi qui vais distribuer les temps de parole. Donc plusieurs questions vont être abordées. Pour rappel, et ça c'est plutôt pour les intervenants pour pouvoir préserver le timing. Donc on passera environ 5 minutes par question pour pouvoir répondre à chaque interrogation soulevée. Et donc je vous rappelle la possibilité de poser les questions pour ceux qui participent à ce webinaire via le chat et donc les questions seront lui abordées en fin de web café. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et poser la question numéro 1 et je vais me tourner vers Monsieur Burel. En quoi est-ce intéressant d'associer l'éducation thérapeutique et l'activité physique adaptée? Merci Isabelle. L'éducation thérapeutique et l'activité physique adaptée, pour moi, c'est les deux jambes d'un même personnage. C'est-à-dire que, vous le savez, l'activité physique adaptée, elle est indiquée dans quasiment toutes les maladies chroniques. Et c'est pour ça qu'il y a toute une politique de développement, notamment à travers les maisons sport santé. Si vous avez des questions sur les maisons sport santé et vous ne savez pas très bien ce que c'est, combien il y en a, où elles se trouvent, on garde ça pour la fin, mais bon, on fera peut-être un petit rappel là-dessus. Et c'est pour ça donc il y a toute cette politique de développement du sport santé, une volonté politique de l'associer parce que ça soigne quasiment toutes les maladies chroniques. Mais ces maladies chroniques, bah, bien sûr, elles nécessitent, si on veut bien les prendre en charge, que le patient soit parfaitement impliqué et puisse, comment dirais-je, vivre sa maladie en toute connaissance de cause et avec une dynamique personnelle de cette prise en charge, comme l'activité physique adaptée d'ailleurs. Donc c'est vraiment très complémentaire, même si peut-être que certaines pathologies chroniques vont relever plus de l'APA et d'autres plus de l'ETP, mais je crois que réellement, la majorité des maladies chroniques nécessitent les deux. Je pense que d'ailleurs, mais je laisse les gens de Planète en parler, peut-être que elles diront que beaucoup des maisons sport santé de Normandie ont des conventions ETP, notamment avec Planète. Voilà un petit peu l'intérêt, hein. Encore une fois, les thérapeutiques non médicamenteuses font partie des priorités aussi, hein. La HAS, l'Académie de médecine ont publié beaucoup de recommandations et dans les maladies chroniques, ces prises en charge non médicamenteuses sont essentielles et le TP et l'APA permettent cette prise en charge non médicamenteuse de ces maladies chroniques. Je vais me tourner vers le docteur Armand et Thibault Lemoine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au regard de cette question?
Non, effectivement, pour moi, c'est de façon complémentaire, voire même indissociable. C'est vrai qu'un patient qui va débuter par l'ETP, qui va être emmené à faire de l'APA, il va pouvoir appréhender des choses pendant des séances d'atelier d'éducation thérapeutique. Il va aussi comprendre que de bouger va améliorer son diabète, améliorer son hypertension. Et voilà. Donc, souvent, ils font l'expérience une première fois et puis ils enchaînent avec le groupe et ça, voilà, ils comprennent vraiment l'intérêt. Et tant qu'ils n'ont pas essayé, effectivement, c'est compliqué de leur dire ce que ça peut représenter, ce que ça va avoir impacté sur leur maladie. Thibaut, tu veux rajouter quelque chose, notamment peut-être l'association de l'ETP et de l'APA plutôt sur du long terme pour les personnes qui bénéficient de ce double parcours? Bonjour à tous. Ce que je pourrais en dire, surtout, moi, c'est l'approche qu'on peut en avoir en dissociant, pour moi, les deux qui ont une approche complémentaire, mais c'est plutôt l'esprit via l'ETP et puis le physique à côté qu'on essaye d'assembler, puisque finalement, dans l'ETP, on apporte des connaissances, des savoirs, on essaye de mettre en place avec le patient dans son quotidien. Donc, c'est quelque chose qui doit lui correspondre. Et finalement, l'APA, c'est un peu la mise en situation pratique de ses connaissances dans son quotidien. Et l'idée, c'est qu'on ait un travail du coup qui soit en synergie. Et ces deux éléments-là, pour moi, sont indissociables. Et quand on parle d'ETP, on parle d'activité physique adaptée. Et puis, quand on va faire de l'activité physique adaptée, on va parler aussi de l'ETP. Et je rajouterai deux petits points parce que pour insister sur ce que viennent de dire Audrey et Thibaut, d'abord Audrey a bien cadré les choses, c'est-à-dire que c'est au cours de l'ETP que parfois on va pouvoir amener la pratique de l'APA et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que le patient ayant, et ça je crois que c'est important, et c'est important que les acteurs de l'ETP et les acteurs de l'APA aient bien ça dans leur tête pour que le moment où la situation est mûre pour passer dans cette complémentarité indispensable, ils sachent le saisir. Donc, tous nos professionnels de l'APA et de l'ETP. Je crois que c'est essentiel. Et puis, je surligne ce qu'a dit Thibaut, à savoir que de fait, il y a l'esprit, il y a le corps, et du coup, ça fait un tout, et à la fin, ça fait un équilibre. C'est pour ça que je veux parler des deux jambes, qui est du même sujet. Voilà. Alors, on est tous convaincus que tout le monde doit faire de l'activité physique adaptée. L'éducation thérapeutique, tout le monde ne peut pas en bénéficier, il y a des critères d'inclusion. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la démarche et se poser la question de dans quel cas proposer un parcours qui allie éducation thérapeutique et activité physique adaptée? Je me tourne vers vous, Monsieur Burel, pour commencer à répondre à cette question qui peut peut-être être compliquée, difficile à aborder. Oui, c'est pas simple ce que vous dites là. Alors déjà, une petite précision, beaucoup des formulaires de prescription, alors je parle des maisons sport santé, comportent une ligne pour que le professionnel de santé, généralement le médecin traitant ou le médecin spécialiste, puisse dire s'il souhaite que de l'ETP soit proposé parallèlement à l'APA. Et je crois que c'est essentiel parce que non seulement, on vient de le dire, c'est nécessaire et indispensable, mais en plus, le fait de le mettre sur le même formulaire de prescription permet finalement à tous nos collègues de bien comprendre cette complémentarité qu'on a donnée. Ceci étant, comme je l'ai dit en introduction, peut-être que certaines maladies relèvent plus de l'APA que de l'ETP, en tout cas au départ. Hein. Pour être clair, prenons des choses très précises. Un diabète de type 2, pour moi, je ne vois pas très bien comment on ne peut pas faire ETP et APA si on veut réellement aboutir à une prise en charge globale et efficace, hein, voire à une disparition parfois du diabète de type 2 par cette prise en charge globale. Donc, c'est quand même pas neutre. J'en profite pour rappeler que dans les premières années
du diabète de type 2 si le patient modifie complètement ses comportements à la fois sur le plan sédentarité, activité physique et nutrition. Un diabète de type 2 sur 2 peut disparaître dans les premières années. Donc, je le rappelle. Donc, pour moi, c'est indissociable, cette prise en charge globale. Après, peut-être que dans certaines pathologies, je parle par exemple de l'arthrose, peut-être que l'activité physique va suffire et peut-être concernant le TP, je laisse des gens plus compétents que moi répondre, mais peut-être que parfois le TP va être prévalente sur l'APA. Mais enfin, globalement, on le sait maintenant, toutes les maladies chroniques, finalement, c'est une prise en charge globale qui permet cette amélioration. Mais comme ça a été dit, par Audrey tout à l'heure, il y a le moment qui est de maturité pour pouvoir faire que les deux puissent être faites de façon concomitante. Et donc, ce n'est pas toujours simple de trouver ce bon moment. Et je pense que à la fois les professionnels de santé qui prennent en charge ces patients et à la fois les acteurs de l'ETP et les acteurs de l'APA doivent trouver le moment adéquat pour que ce lien se fasse. Et il n'y a pas de parcours type, je dirais, si on répond à la question. Alors, je me permets de me tourner vers Thibaut. Alors, toi, tu as l'habitude d'accueillir des personnes sur des parcours qui sont adressés plutôt sur le volet activité physique. Toi, tu as le double casquette puisque tu es enseignant APA et intervenant en éducation thérapeutique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas te dire, tiens, il faut que je lui propose un parcours qui va venir en complémentarité de ce que je lui propose en APA pour lui proposer un parcours d'éducation thérapeutique? Alors, il y a plein de cas qui vont pouvoir permettre une passerelle en fait, vers l'éducation thérapeutique quand on suit quelqu'un en activité physique adaptée. Je pense que le cas le plus courant, ça va être le patient dont on détecte un manque de connaissances sur sa maladie, une difficulté de gestion au quotidien. Et pour le coup, là, on peut lui proposer plus facilement un parcours pour mieux maîtriser sa pathologie au quotidien et lui donner des outils. Donc le TP, ça, c'est vraiment le premier levier qu'on va réussir à trouver. Je dirais aussi l'apparition de comorbidités, ce qui est de plus en plus fréquent chez les patients, c'est-à-dire que des patients polypathologiques, maintenant, c'est presque majoritaire. Et du coup, quand il y a l'apparition d'une nouvelle pathologie, d'un nouveau traitement médicamenteux, et que du coup, il y a une modification du corps, au sens large, il va y avoir un impact direct sur l'activité physique adaptée. Il va y avoir un impact direct aussi sur la vie du patient. Et donc, du coup, proposer un parcours parce que ça n'a jamais été fait ou un nouveau parcours ETP puisqu'il y a d'autres compétences à acquérir, ça peut être un levier très important. Ça, c'est ce que je pourrais en dire sur la partie levier du point de vue de l'activité physique adaptée. Et à l'inverse, en fait, du point de vue de l'ETP, le levier, c'est notamment sur la notion de savoir-être, c'est-à-dire comment appliquer au quotidien le bien bouger pour sa santé, être régulier dans sa pratique et donc avoir un soutien continu. Et là, pour le coup, l'activité physique adaptée, c'est une bonne passerelle pour un patient qui est en cours de programme ETP. Docteur Armand, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, moi, je vais effectivement répéter un peu ce que disait le docteur Hurel. Pour moi, il y a quand même énormément de parcours en médecine générale où on va d'emblée prescrire le TP et l'activité physique adaptée. Nous, on a surtout des patients diabétiques, facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, voilà, souvent, c'est d'emblée. Après, bien sûr, avec le diagnostic éducatif et les besoins du patient, on réajuste un petit peu, mais voilà, il y a quand même, à mon avis, une grande partie des maladies chroniques où on devrait d'emblée prescrire les deux. Alors, je vais me permettre de vous reposer une question, le docteur Armand. Donc, quel mot pour aller de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui... Oui. Oui, allez-y. Ouais, donc je voulais continuer. Donc, quel mot pour aller l'un à l'autre? Alors, effectivement, il n'y a pas des mots clés. Nous, en tant que soignants, on va pouvoir essayer de motiver un peu le patient et de percevoir un peu ses attentes et ses besoins. Mais c'est plutôt dans ces patients qu'on voit de façon chronique, c'est de percevoir à un moment donné, qu'est-ce qu'il a pu en tirer de son programme de TP ou qu'est-ce qu'il a pu percevoir de son parcours en activité physique adaptée. Et donc, c'est plus un peu de voir son changement de comportement ou ses envies, quoi. Donc, il faut essayer de rester un peu sur les sensations qu'il a pu avoir sur l'activité physique adaptée, qu'il a pu mesurer
mesurer, par exemple, sa baisse de glycémie après l'activité physique ou son amélioration de l'hémoglobine glyquée sur ses bilans. Et du coup, de se dire, ah bah super, ça m'a quand même beaucoup apporté. Est-ce que je peux faire peut-être encore mieux? Et dans ces cas-là, bah, voilà, c'est peut-être de lui dire, bah, vous pouvez peut-être vous allez pouvoir bénéficier d'un programme d'éducation thérapeutique un peu plus poussé et peut-être comprendre certaines choses et encore améliorer votre équilibre et vous sentir encore mieux. Voilà, on peut prendre le même exemple dans la douleur, pour les patients, je pense, qui sont suivis pour un cancer notamment, qui font souvent plutôt de l'activité physique adaptée en première intention. Ça peut aussi voilà, leur permettre, en fonction des sensations qu'ils ont eues au cours de ces séances, de les emmener vers un programme de TP. Donc, il faut se servir un peu de l'un et de l'autre, des bonnes choses qui peuvent en ressortir pour les pousser un petit peu vers d'autres activités, d'autres supports. Et puis voilà, faire le test en tout cas et essayer. Et puis ensuite, pourquoi pas avancer encore un peu plus dans les complications et les séances un peu plus poussées, quoi. Thibaut, comment tu fais? Toi, quel mot tu utilises, toi, pour aller de l'APA vers le TP auprès de tes bénéficiaires ou de tes patients? Alors, des mots, effectivement, il n'y a pas de mots particuliers qu'on va utiliser. Par contre, il y a une grande notion de prise de conscience de ce que c'est que l'éducation thérapeutique, ou en tout cas sa démarche, et que la personne, elle comprenne que grâce aux outils qu'on va pouvoir apporter via le TP ou l'activité physique adaptée, la personne va se construire son environnement favorable à sa santé. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'elle soit actrice de sa santé avec des professionnels qui vont l'accompagner, que ce soit vers l'ETP ou vers l'activité physique adaptée. Et c'est vraiment cette notion-là, que le patient soit acteur, qui est vraiment prépondérante. Monsieur Burel, alors vous orientez des deux côtés. Parfois, vous êtes plutôt des gens avec vos casquettes qui sont du côté de l'APA et vous les orientez, vous utilisez des mots pour l'orienter vers de l'éducation thérapeutique et inversement, quels mots utilisez-vous auprès de vos patients? Ben, un petit peu ce que disait tout de suite Thibaut, c'est-à-dire et que j'avais évoqué un tout petit peu dans ma première prise de parole, c'est-à-dire que cette complémentarité dans beaucoup de maladies et cette nécessité pour le patient, si on veut réellement s'il veut vraiment aller mieux dans sa maladie chronique, de cette prise en charge par lui-même de ces thérapeutiques non médicamenteuses et de cette dynamique, je dirais, que donne le TP pour mieux comprendre et mieux modifier ses comportements pour aller mieux et que sa pathologie s'améliore. Et donc, de fait, alors les mots, comme dans toute situation, ben, on les adapte à chacun parce que on ne va pas utiliser les mêmes mots en fonction à la fois de l'ancienneté de la maladie, de la compréhension de celle-ci par le patient, du stade où il en est. Mais ça, chaque professionnel de santé sait le faire, c'est son quotidien. Mais je crois que de fait, c'est cette dynamique d'appropriation, entre guillemets, de sa maladie, telle que Thibaut vient de le souligner, qui permet de trouver, je dirais, il faut trouver le mot ou les mots pour que le patient, progressivement, s'approprie sa maladie sans que ça soit pour lui quelque chose de trop difficile. Et il faut qu'il l'arrête, il faut lui permettre de moins subir sa maladie et à travers cette démarche mixte ETP-APA. Thibaut, je vais te redonner la parole. Est-ce que l'APA peut être un levier vers le TP et réciproquement? Vaste question. Bah, on va rejoindre un petit peu l'approche qu'on avait avant, hein, finalement. C'est vraiment un levier qui est intéressant et dans l'idéal, on essaye de le faire en synergie dès le début de la prise en charge. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on essaye de progresser aussi en fonction du rythme du patient et des fois, le patient n'est pas prêt à mettre en place une activité physique adaptée. Par contre, il a un besoin de comprendre sa maladie, comprendre son traitement et du coup, le TP peut être une première étape avant d'arriver vers l'activité physique adaptée. Et à l'inverse, on a des personnes qui ne sont pas prêtes à vouloir développer leurs connaissances finalement sur leur pathologie.
et leurs compétences ou changer de comportement. Par contre, il y a déjà une activité physique qui est mise en place ou pas encore, et on essaye de l'adapter au quotidien du patient pour qu'il puisse la poursuivre le plus longtemps possible. Donc voilà, ça a vraiment un levier et surtout très intéressant selon la temporalité avec lesquelles on prend en charge les patients. Bon, c'est vrai que l'activité physique adaptée, finalement, est peut-être pas forcément connue du grand public. L'éducation thérapeutique n'est pas forcément connue du grand public. Donc, docteur Armand, pareil, est-ce que vous avez des éléments à rajouter concernant ce levier que l'un peut apporter à l'autre C'est pour le patient, c'est un moment où il prend du temps aussi pour voilà, essayer effectivement de se connaître, d'apprécier un peu ses capacités. Hein. Quand on commence à l'activité physique adaptée, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'activité physique depuis des années. Donc, c'est un peu aussi déjà de réévaluer un peu ses capacités, de voir un peu son niveau et puis du coup de repérer peut-être des nouveaux besoins. C'est à ce moment-là aussi on peut se dire, là, effectivement, voilà, au niveau cardio-respiratoire, je ne suis pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, pour un patient cardiaque, ça peut être aussi un moment où il a besoin d'avoir un peu plus de connaissances, de savoir comment réagir du coup en cas de symptômes qu'il peut ressentir au cours de l'activité physique. Et du coup, l'ETP pourrait répondre à ses besoins. Voilà. Et puis, j'avais une autre chose à rajouter aussi. On parle d'APA, mais l'APA, c'est souvent en groupe aussi. Et l'effet groupe, hein, pour ces patients-là, des fois, ça peut aussi, c'est des échanges. Et ça peut permettre d'emmener 2-3 patients dans des séances d'ETP après, parce que là, on va dire, moi, j'ai déjà pratiqué ça, je sais comment ça s'est passé, ça m'a donné ça. Donc ça, c'est très, très important, hein, l'échange entre pairs, et ça leur permet souvent de basculer dans d'autres séances d'éducation thérapeutique pour échanger. Monsieur Burel, des choses à rajouter pour favoriser l'orientation vers l'ETP grâce à l'APA et inversement? Ouais. Non, j'ai écouté Thibaut et Audrey attentivement et pour moi, ils ont vraiment bien dressé le cadre dans lequel, de fait, il y a un espèce de levier réciproque entre l'APA et l'ETP. Et puis, j'ai regardé aussi un petit peu la conversation. Nathalie Demoulingé a fait une remarque tout à fait pertinente sur l'APA et l'ETP qui pouvaient presque être confondus. Et de fait, je pense qu'il y a cet esprit dynamique de groupe, hein, on employait ça comme terme dans le temps, et je crois que c'est essentiel, l'échange, le partage, la dynamique, et finalement, c'est quoi? C'est se sentir moins seul avec sa maladie et se refiler entre soi des petits trucs pour mieux s'approprier sa maladie et aller mieux, quoi. Alors, pardon. On est bien convaincu de l'intérêt de l'association des deux, mais le cœur du problème quand même, c'est une fois qu'on a notre patient, c'est qu'est-ce qui permet de détecter un besoin en éducation thérapeutique et ou en activité physique adaptée? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer sur l'une de ces problématiques à s'exprimer? Je veux bien commencer. Qu'est-ce qui permet de détecter un besoin? Bon, quand on est formé un peu en éducation thérapeutique, on sait un peu comment guider le patient et le faire parler. Ça va être un peu l'enjeu du diagnostic éducatif aussi. Hein. Voilà, c'est un peu déjà d'apprendre un peu sur la personne qu'on a en face de soi, de savoir un peu qui il est, ce qu'il sait, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a expérimenté, comment il fait. Et le patient, voilà, après, quand on le connaît assez, on arrive un peu à détecter voilà, ces problématiques. Donc, c'est du coup se servir de ces moments où il va exprimer un besoin, hein, il va exprimer un symptôme, il va exprimer un ras-le-bol, il va exprimer, voilà, essayer de rebondir sur ces moments-là pour justement lui proposer des choses adaptées et puis réalisables, hein, pour lui. Donc pour l'activité physique adaptée, ça va être des patients qui vont vous dire qu'ils ont plus de mal à monter les marches pour aller à leur appartement. Ça va être le fait de faire les courses et que c'est plus compliqué. Donc c'est peut-être aussi à ce moment-là de se dire, voilà, il a des capacités un peu moindres, il exprime son besoin, voilà, je rebondis, je peux lui proposer l'activité physique adaptée, je peux basculer sur l'éducation thérapeutique et voir un peu voilà, ce qu'il en pense et prendre un temps pour lui. Mais ça, il faut connaître le patient, savoir un peu ce qu'il est, comment il est d'habitude et savoir rebondir. Alors, je me mets à la place et là, peut-être que Monsieur Burel et Thibaut, vous pourrez apporter une réponse. Je me mets à la place d'un éducateur sportif qui n'est pas forcément formé à l'éducation thérapeutique. Pour autant, il peut peut-être voilà, détecter des besoins en éducation thérapeutique pour permettre ce lien entre l'APA et l'ETP.
comment détecter ce besoin pour pouvoir bénéficier de ce parcours en éducation thérapeutique? J'ai posé une colle. Thibaut, allez, je te grille la priorité. Ce besoin, comme l'a dit Audrey, voilà, ça fait partie du parcours, enfin, du moment. Alors, que ça soit un professionnel de santé ou un professionnel de l'activité physique adaptée, il y a un moment où l'échange va pouvoir se faire. C'est pas, euh, par exemple, imaginez un patient qui est envoyé dans une structure sport santé pour faire de l'activité physique santé, c'est sans doute pas à la première séance qu'on va aborder le problème de TP. Donc, il y a une confiance, il y a une maturation qui se fait et le moment opportun va survenir à condition, et ça c'est notre responsabilité, à condition que nous sachions former correctement, en tout cas informer correctement les professionnels de l'activité physique à ce que c'est que le TP, comment ça fonctionne et justement quels sont les bons moments et les bonnes indications pour le faire, quoi. Je crois que ça aussi, on a un travail à améliorer de ce côté-là. Après, les besoins, comme on l'a déjà dit, hein, les besoins, ils peuvent survenir à un moment qui n'est pas forcément la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Je pense par exemple aux médecins généralistes, aux médecins traitants. Il y a souvent beaucoup de choses dans une consultation d'annonce d'une maladie chronique pour qu'on ne se noie pas trop au départ dans ce qu'on va proposer derrière. Par contre, c'est comme monter un mur. Au fur et à mesure que ça va prendre forme, la prise en charge de la pathologie, il va falloir trouver le moment opportun pour prescrire l'activité physique, pour prescrire l'ETP et sentir que c'est bien le moment. Voilà. Donc, mais ça, c'est le rôle des professionnels de santé, c'est ce qu'ils font au quotidien. Mais de fait, on ne va pas vous le savez très bien d'ailleurs, hein, il ne faut pas trop donner de messages en même temps, sinon il n'y a plus aucun message qui passe, quoi. Mmh. Je te laisse prendre le relais, Thibaut, et puis éventuellement, j'en profite, voilà, tu as des clés, des outils à partager, pour, les personnes qui écoutent, pour détecter ces besoins? Alors, il y a plusieurs moyens de détecter les besoins. Comme le disait le docteur Burel, effectivement, on a besoin de temps déjà pour connaître la personne, mais dans le cadre de séances d'activité physique adaptée, il y a des éléments simples qui nous permettent de détecter ça. Par exemple, une difficulté de gestion par rapport à une douleur lombaire chronique, par exemple, qui persiste durant les séances avec des demandes des personnes en disant « je ne sais plus comment faire, j'ai mal tout le temps ». Ou alors j'ai des difficultés en fin de journée. Ça, c'est des exemples concrets d'essoufflement également. C'est-à-dire avant, je me sentais bien, mais là, mon médecin il m'a rajouté un traitement, je fais de l'hypertension et j'ai l'impression que je suis tout le temps essoufflé. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ces messages-là qui sont dans le cadre de la pratique doivent nous amener en tant qu'éducateurs sportifs à proposer à la personne de consulter. Des fois, pour que les patients fassent la démarche d'eux, ils attendent que quelqu'un de leur entourage leur propose d'aller revoir leur médecin. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ou si le médecin il a proposé un rendez-vous de suivi dans 3 mois, elle ne va pas demander automatiquement un rendez-vous si elle détecte quelque chose d'anormal. Donc, il y a plein d'éléments qui permettent d'orienter vers un médecin pour avoir un avis s'il y a un besoin d'éducation thérapeutique derrière. Ça ne sera pas un lien direct vers l'éducation thérapeutique parce que de toute façon, le rôle médical sera primordial dessus. Mais il y a des messages d'alerte qui sont assez courants dans les séances d'activité physique. Et je me mets à la place du professionnel de santé qui est formé à l'ETP, qui s'y connaît pas forcément en enfin, il n'a pas de relais et de connaissances fines de ce qui se passe en activité physique adaptée. Comment l'aider à détecter ses besoins en activité physique adaptée? Je vous laisse le champ libre sur les intervenants. Que c'est vrai qu'on a répondu pour nos éducateurs sportifs, mais à l'inverse, c'est vrai que pour un professionnel de santé formé à l'éducation thérapeutique, détecter un besoin en activité physique adaptée n'est pas forcément évident non plus. Alors, sur ce format-là, je pense que c'est surtout lors des ateliers qu'on va pouvoir détecter ce besoin.
Je prends l'exemple le plus concret dans l'éducation thérapeutique, c'est est-ce que le patient arrive à un savoir-être au quotidien sur son activité physique? S'il n'y arrive pas, pourquoi? Comprendre pourquoi dans le diagnostic éducatif, durant l'atelier, échanger avec le patient. Et si on se rend compte que c'est un problème d'outils, de façon de gérer son effort, là, on a un levier qui est identifié pour orienter vers un parcours d'activité physique adaptée. On peut tomber sur une personne qui va avoir un diagnostic d'hypertension à 45 ans, qui a toujours fait de l'activité physique et qui va réussir d'elle-même à gérer son quotidien grâce au programme d'éducation thérapeutique, et il n'y aura pas forcément besoin d'activité physique adaptée. Par contre, on peut tomber sur d'autres profils de personnes qui vont matérialiser cette difficulté d'adaptation de leur emploi du temps, de leur gestion pour mettre en place cette activité physique. Et là, l'activité physique adaptée en prescription peut être intéressante. Docteur Armand, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose tout à l'heure, non? Non, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est parfait. Très bien. Alors, on a réussi à motiver notre. J'ajouterais juste un petit truc. Pardon. C'était très, très intéressant le dernier exemple que Thibaut a pris sur l'HTA. C'est-à-dire que de fait, parce que de fait, il parlait d'un homme relativement jeune, enfin, ou d'une personne relativement jeune qui avait une HTA et qui était sportif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais ça c'est notre quotidien aussi de médecin ou de professionnel de santé, ça veut dire que il n'y a pas de recette toute faite pour chaque patient pour une pathologie, et que réellement il y a une nécessité d'adapter complètement à la réalité de ce patient, ce qui de fait nécessite à la fois du temps, de l'écoute et je dirais de l'opportunité dans le moment de décider ou de proposer. Alors, vous le savez, il y a des personnes, une fois rentrées dans un parcours, qu'il soit d'activité physique adaptée et ou d'éducation thérapeutique, on a du mal à les maintenir sur le long terme avec des personnes qui peuvent abandonner en cours de parcours. Est-ce que vous auriez des astuces à nous partager pour maintenir la motivation sur le long terme du patient? La motivation, oui, c'est toujours le nerf de la guerre. Voilà, la motivation, quand on fait des choses de façon naturelle, il n'y a plus besoin de la chercher, hein. Donc, en fait, voilà, si la motivation diminue, s'il y a des difficultés, c'est qu'il faut peut-être changer un petit peu de cap. Il y a plusieurs façons de l'évaluer, hein, avec l'entretien motivationnel. Ça se fait assez facilement de voir un peu les avantages et les inconvénients de rester dans une activité ou dans certaines choses. Après, c'est essayer de reprendre avec le patient qu'est-ce qui fait qu'il aime ce qu'il fait toujours et qu'il a envie de continuer. Donc, voilà, est-ce qu'il ressent du bien-être? Est-ce que ça a amélioré ses capacités physiques? Est-ce qu'il a pris confiance en lui? Il a amélioré son estime de soi? Est-ce que ça a amélioré son sommeil? Enfin, voilà, les patients, ils sont quand même capables de dire, effectivement, ce qui a permis d'améliorer. Et donc, il faut essayer de jouer sur ça, hein, sur ses avantages et tout ce que ça lui a apporté, plutôt que tous les inconvénients. Après, si les inconvénients prennent trop de place, effectivement, là, il faut peut-être se poser la question de réadapter l'activité, changer de type d'activité ou changer le contrat, un petit peu les objectifs qu'ils avaient pu se fixer. Voilà, du moment que ça reste assez ludique, adaptable, que le patient se sent en sécurité et que ça lui convient toujours, il restera motivé. Après, il y a aussi l'effet groupe, hein, je reviens sur ça, mais voilà, souvent les patients avec qui ils sont, quand ils s'entendent bien, ils ont envie de continuer. Donc ça, il faut essayer de garder ça. Il y a aussi souvent les patients, ils nous parlent de l'animateur en APA, hein, quand ça se passe super bien, ils sont super contents, et ça, c'est aussi une source de motivation pour eux. Donc même les acteurs autour, hein, les proches, les amis, enfin voilà, toutes ces personnes-là aussi ont un impact sur la motivation. Donc il faut essayer de se servir de tout ça et puis de retrouver un équilibre pour les remotiver à continuer. Monsieur Burel, avez-vous quelque chose à rajouter? Peut-être deux petits points. Alors là où la motivation peut chuter des fois, c'est quand il se passe un événement. Alors je vais reprendre un exemple qu'a pris Thibaut tout à l'heure, un lombalgique chronique qui est à la fois pris en charge en ETP, en APA, qui va mieux, puis tout d'un coup un nouvel épisode de lombalgie survient, ce qui le décourage un petit peu. Et donc ce qui peut arriver, hein, souvent l'épisode va être un peu moins violent que précédemment. Donc il va falloir chercher. Alors ça peut être vrai pour un diabète qui se décompense ou pour une comorbidité
intensité qui va faire que voilà, ça fait perdre un peu de la motivation. Donc il faut souvent revenir avec le patient sur faire une piqûre de mémoire, je dirais, sur ce qui allait mieux et expliquer que dans la vie, il peut toujours y avoir des petites rechutes, mais il faut ramener non pas la discussion sur le moment de la rechute et le ressenti que provoque la rechute, mais revenir en arrière sur la façon dont le patient avait obtenu pas mal d'améliorations grâce à son engagement dans l'APA et le TP, et repartir de ce stade-là pour expliquer que toute maladie chronique peut avoir des inconvénients sur le parcours. Et très généralement, ces patients-là qui sont vraiment bien accrochés, au bout de, s'il y a 2-3 épisodes de rechute, après, même s'il y a des inconvénients, des imprévus qui surviennent, généralement, de toute façon, ils gèrent assez bien. Ils n'ont qu'une envie, c'est de reprendre un petit peu leur parcours. Par contre, c'est vrai que c'est les premiers événements qui sont toujours un petit peu plus démotivants, si on peut employer ce terme-là, et c'est là qu'il faut ramener sur ces piqûres de rappel et bien encadrer le patient pour pas entre guillemets, que le désespoir amène la démotivation, je dirais. Et puis une chose qu'a souligné aussi Thibaut, c'est ou Audrey, je ne sais plus. Non, c'est Audrey qui a dit ça. Souvent, nos patients, ils sont très APA dépendants, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé l'APA qui leur convient, même si la structure n'est plus tout à fait celle, parce qu'ils vont mieux, parce qu'ils pourraient être dans une action plus collective, dans des clubs, des choses comme ça, et ils restent accrochés à leur APA. Et là, il y a toute une petite difficulté parfois, mais là, je laisse Thibaut en parler, à ce que le patient ait une motivation pour aller vers quelque chose de plus autonome et de plus large. J'ai même pas besoin de te passer la parole puisque Monsieur Burel l'a fait naturellement. Thibaut. Oui. Isabelle, vous allez être au chômage à cause de moi. Non, alors, juste pour revenir à ce concept de motivation qui est quelque chose à la mode et en même temps extrêmement vaste. La motivation, voilà, elle fluctue dans le temps et elle est très dépendante aussi de l'environnement de la personne parce que je pense qu'on le retrouve tous et dans l'activité physique, même pas adaptée, et dans le suivi de nos patients. L'environnement et notamment l'environnement familial peut avoir un énorme impact sur la présence au rendez-vous, la motivation à bien gérer son traitement, à modifier son alimentation, etc. Et ce facteur environnemental, il est vraiment très important dans la notion de motivation. Là où on va aller chercher peut-être un peu plus loin, c'est la notion d'adhésion à une nouvelle pratique, d'adhésion à un nouveau mode de vie, c'est-à-dire que le patient se sent bien dans ce nouvel état qui s'est construit et notamment par le fait qu'il est acteur de sa santé. Et c'est lui qui met en place les choses, c'est lui qui les a construits, c'est lui qui a développé un savoir pour construire quelque chose en rapport avec son environnement. Et ça permet de pérenniser une action à long terme. C'est pas parce qu'on a une bonne adhésion et que ça se maintient sur le long terme qu'on va pas avoir de chute de motivation. Alors ça, il y en aura toujours, mais c'est ce critère-là qui est extrêmement important. Et puis, dans la notion d'adhésion, de motivation, on va parler aussi de la notion de proximité. On parlait de l'attachement qu'on pouvait avoir avec un professionnel de l'activité physique adaptée, mais il y a aussi l'attachement affectif avec un lieu. Et ça, c'est très démontré dans les recherches scientifiques. Vraiment, quand on a l'habitude d'aller pratiquer sur un lieu, c'est très difficile de changer d'endroit. Même quand le professionnel change d'endroit, on a du mal à faire la bascule dans un nouveau lieu de pratique. Donc voilà, il y a cette notion de proximité, il y a cette notion d'organisation et de sentiment de compétence, surtout de la personne, qui permettent de maintenir un peu cette motivation. Et puis, il y a les rechutes dans les pathologies qui peuvent jouer aussi. Et en cas de rechute, alors chose qu'on n'a pas abordée, qui doit maintenir cette motivation? Qui le patient va écouter pour pouvoir pérenniser son parcours ETP-APA? Est-ce que c'est l'éducateur sportif? Est-ce que c'est le référent ETP? Ou est-ce que c'est uniquement le médecin qui va pouvoir réussir à maintenir cette motivation ou c'est un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe. Hein. Toute personne autour du patient est là pour le remotiver. Hein.
Ça peut être le chien qui a besoin de sortir et qui l'aide à sortir tous les jours aussi, hein, on parle de ça, mais il y a beaucoup de patients isolés. C'est vrai que l'animal de compagnie leur permet de sortir et de bouger tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment toutes les personnes proches, l'entourage, et chacun doit y mettre effectivement sa pierre à l'édifice pour les remotiver. Et il n'y a pas une personne, hein, c'est vraiment tout le monde. Docteur Burel, à votre avis, en tant que médecin? Ah non, Audrey, elle a tout dit. Elle nous a remis au niveau des quadrupèdes. Finalement, on ne fait pas beaucoup mieux que les chiens. Et, mais tout le monde doit s'y mettre, y compris des animaux de compagnie. Et comme elle l'a dit, Audrey, c'est un travail d'équipe. Aurélie, je me tourne vers toi. Y a-t-il des questions qui ont été soulevées que les personnes qui assistent au webinaire souhaiteraient aborder avec nos intervenants? Oui, des questions et des réactions. Alors, je rebascule tout de suite sur la page des questions. Donc, il y a la question effectivement de motivation, mais aussi d'autonomie pour les personnes. Donc là, on est plutôt sur une réaction, hein, donc l'autonomie d'être en capacité de choisir pour soi et puis d'être autonome pour assumer ses choix, notamment, et c'est une problématique qui est soulignée à plusieurs reprises, la problématique des transports. Alors, plusieurs remarques sur ce sujet-là par rapport à la distance et des lieux d'ETP et d'APA. Alors, j'aurai peut-être moi quelques éléments sur le TP, mais je vais déjà vous laisser rebondir hein, de votre côté, notamment sur l'APA. Et puis une deuxième question pour savoir s'il existait une prise en charge des transports pour accéder à l'ETP. Donc, je vous laisse réagir sur ces premiers éléments. Bon, peut-être déjà sur la proximité en termes d'activité physique. Alors, je vais me tourner vers le coordinateur des MSS de l'Eure. Est-ce que Thibaut, tu auras des informations à apporter à notre questionnaire, interrogateur? Si la question c'est est-ce que la distance est un frein, la réponse c'est oui, évidemment. Et c'est le grand travail que toutes les maisons sport santé mettent en place sur la région, même pas départementale, hein, pour aller trouver des structures de proximité qui vont proposer des parcours d'activité physique adaptés pour avoir des relais de terrain. Hein. Ça, c'est effectivement très important et c'est un peu ce qui se passe. Hein. Si je prends l'exemple du département de l'Eure, il y a 3 ans, on était à 40 structures répertoriées. Maintenant, on est à 96. Donc, c'est en train de se développer. Mais effectivement, ça fait partie des freins à distance. En ce qui concerne l'éducation thérapeutique, l'un d'entre vous souhaiterait apporter des informations? Peut-être Aurélie, tu disais que tu pouvais éventuellement apporter les éléments. Oui, au niveau de l'ETP, alors au niveau de Planète Patient, on recense effectivement toutes les structures qui proposent de l'éducation thérapeutique. Donc déjà, ce qui permet d'avoir un maillage régional intéressant en termes de structures. Et nous, on accompagne du coup au niveau de nos antennes des professionnels de santé, de l'activité physique en proximité vers l'ETP pour leur permettre de déployer de l'ETP en proximité. L'objectif est de pouvoir être dans une distance raisonnable, hein, autour de 15 km du domicile des patients. On n'y est pas encore, mais il y a une bonne partie du territoire qui a quand même ce maillage. Et il y a une possibilité alternative aussi d'ETP pour les personnes qui n'auraient vraiment pas ces possibilités de se déplacer, de faire de l'ETP en visio, donc de participer en groupe hein, ou éventuellement en individuel, mais surtout en groupe. On a vu tous les bienfaits par l'intermédiaire de la visio, un outil qu'on utilise aujourd'hui, voire éventuellement de l'ETP à domicile pour des cas encore plus complexes. Audrey, tu veux peut-être répondre sur la partie de la prise en charge des transports pour le TP? À ma connaissance, il n'y a pas de prise en charge, hein, sauf cas exceptionnel. Voilà, moi, il n'y a pas de même pour l'activité physique adaptée, c'est pas possible. Après, je sais que certaines mutuelles peuvent rembourser, je crois, pour l'APA. Mais après, au niveau de l'assurance maladie, il n'y a pas de remboursement à ma connaissance.
Ok. Du coup, alors, si je reviens sur les questions et les remarques, donc au niveau de l'APA, il y a une remarque sur le fait effectivement que ça puisse être un outil qui permet de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, et que ça peut permettre effectivement de débloquer les apprentissages lors de l'éducation thérapeutique. Alors, il y a aussi peut-être une remarque sur le terme éducation thérapeutique qui peut faire peur. Est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, c'est un peu la 6e question sur les mots, finalement, ou la, je sais plus. Voilà. Après, bon, c'est le terme déployé, mais c'est comme. Alors, je vais prendre, puisqu'on parle des mots, je vais prendre aussi le terme sport santé. Moi, je l'emploie quasiment jamais, jamais, jamais avec les patients. Je parle d'activité physique santé, je parle d'autres termes, si vous voulez. Donc, voilà, après, parce que éducation, thérapeutique, puis c'est complexe, hein, ETP, c'est complexe. Donc, mais voilà, je pense que le terme peut venir à la fin. À nous de définir plutôt ce que c'est, plutôt que d'employer un terme. Voilà. Ouais, on l'utilise jamais avec les patients, effectivement, en éducation thérapeutique. Hein. On va parler des actions qu'elle va permettre d'aider le patient, de l'accompagner, mais on ne va jamais parler de ce terme-là. Comme le sport adapté, on ne parle pas de sport adapté, on parle de marcher, bouger. On reste très simple, on s'adapte. Hein. Alors, concernant le vocabulaire, il y a une remarque aussi sur le fait effectivement qu'on est plutôt dans l'accompagnement vers le TP, vers l'APA, plutôt que dans un ordre d'en faire. Donc ça, c'est une remarque. Et puis, Audrey, tu citais des exemples d'APA. Justement, il y a une question sur les types d'APA que vous proposez. Et alors moi qui étais novice, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à Isabelle et mes collègues sur le sport en termes de potentiel d'activité physique adaptée. Donc j'aimerais bien que vous fassiez découvrir aussi tout ce potentiel existant en région aux participants. Notamment, j'ai entendu parler de foot en marchant, de petites choses comme ça. Donc, Et on allez-y. va peut-être laisser la parole à 2 coordinateurs de Maison Sport Santé, enfin un président de Maison Sport Santé, un coordinateur départemental de plusieurs Maisons Sport Santé, peut-être qui vont pouvoir éclairer aussi sur les portes d'entrée pour aussi faciliter l'accès à l'activité physique pour des professionnels de santé qui n'y connaissent pas forcément. La parole est à vous, messieurs. Alors, pour essayer de trouver des notions de réponse à ça, effectivement, alors c'est très, très varié. Nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Sport Santé Normandie, sur lequel toutes les activités physiques adaptées sont répertoriées. Donc, un professionnel qui propose de l'APA peut s'inscrire dessus. En 3 minutes, c'est fait. Et il va détailler un petit peu tout son champ d'action, vers quel profil de personne il va mettre en place ses actions et quelle discipline il va aborder. Maintenant, il y a effectivement des grandes différences entre le nom de la discipline, comme on peut la voir à la télé, comme on l'a un peu dans nos imaginaires, et comment elle est pratiquée réellement, donc justement dans les associations qui proposent ces activités physiques-là, qui vont être adaptées. Par exemple, on parlait du foot en marchant, effectivement, il y a toute une gamme d'adaptations d'exercices, hein, finalement, qui font que le sport en lui-même est un peu modifié pour amener une pratique d'activité physique adaptée accessible à tous. Voilà. Donc, si vous voulez regarder un peu l'éventail de disciplines, vous pouvez regarder sur le site Sport Santé Normandie qui a été mis dans la conversation là, et vous pouvez répertorier votre offre. Et ça permet aussi pour les professionnels de santé d'avoir un outil d'orientation pour un parcours d'activité physique adapté de leurs patients. Et puisqu'on en est parce que Thibaut vient bien de définir un petit peu, en prenant l'exemple du foot en marchant, il faut savoir que quasiment toutes les fédérations sportives ont créé
des disciplines, ont adapté leurs disciplines à l'activité physique santé. Et donc, vous pouvez aller. Alors, il y a un autre outil que. Alors, sportsanténormandie.fr, il faut y aller tous. Il y a trois choses. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de ce site, sportsanténormandie.fr, vous avez un bouton pour les maisons sport santé, si vous ne les connaissez pas. Un bouton, vous faites, pour les professionnels du sport santé, pour se faire enregistrer avec, bien sûr, ils doivent valider tous leurs diplômes et tout ça pour pouvoir se faire enregistrer. Puis un troisième bouton pour voir toutes les disciplines qui existent. Et alors, vous avez 50 façons de vous y retrouver, c'est-à-dire vous pouvez chercher par discipline, vous pouvez chercher par lieu, vous pouvez chercher par département, par local, enfin vous pouvez tout faire. Et il y a une carte, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour les professionnels de santé, c'est ce qu'on appelle le Vidal du sport. Donc si vous allez sur le site de Vidal, ce que font quasiment tous les médecins généralistes, puisque vous avez toute une section sport santé, et sur cette section, c'est prescrire le sport, et vous avez toutes les références des fédérations avec des liens, et vous pouvez trouver par ces liens aussitôt des vidéos de ce qu'est le sport santé adapté de ces fédérations. Et c'est absolument passionnant. Thibaut a parlé du foot, mais on n'aurait jamais pensé qu'on pouvait faire du rugby adapté. Or, finalement, il n'y a pas de contact, c'est un ballon en mousse, on va tout doucement. Voilà. Et les raquettes de la fédération de tennis, donc là aussi, c'est des grosses balles, des grosses raquettes, c'est des balles en mousse souple et tout ça. Enfin, voilà. Et toutes les disciplines comme ça, ça foisonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas nouveau non plus. Ce dont je vous parle, le Vidal du sport, ça a déjà quelques années, et ça a été fait d'ailleurs par la commission médicale du Comité national olympique et sportif. Et donc, il y a vraiment une richesse que l'extrême majorité, à la fois des professionnels du sport, des professionnels de la santé et de la population ignore, mais il y a beaucoup, beaucoup d'outils, et il ne faut absolument pas avoir peur de ces pratiques, parce que c'est vraiment complètement adapté à la réalité des patients. Et puis, les professionnels de l'activité physique adaptée savent tout à fait à quel moment le patient va pouvoir passer d'une discipline à l'autre, car il y a ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réévaluation régulière. C'est-à-dire qu'un patient, au début, qui est très sédentaire, qui a des grosses pathologies, va peut-être avoir besoin d'être pris en charge de façon très individualisé, très personnalisé par quelqu'un de très compétent comme un enseignant APAS. Et puis au fur et à mesure qu'il va acquérir des compétences et aller mieux, il va pouvoir être réorienté par cet enseignant APAS vers une structure plus adaptée. Et nous, on a dans nos maisons sport santé des fois des patients qui reviennent au bout d'un an, 2 ans, dans les bilans de suivi, et on voit avec eux vers quelle structure, et il y en a même qui, après ça, passent, mais ça, c'est pas très fréquent, mais ça arrive, directement à une activité sportive. Merci. Une dernière peut-être question rapide. Quelle place pour les kinés dans les parcours ETP à part? Alors, je vais reprendre la parole là parce que ça me paraît essentiel, et Patrice Leprince, qui est le président de l'URPS Kiné, qui a posé cette question-là, je crois qu'il ne pouvait pas rester là, je vous laisse, et c'est essentiel. Alors, on l'a pas signalé parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est essentiel, d'autant que le premier pas, je dirais, de l'activité physique se fait souvent dans le cabinet du kinésithérapeute pour des pathologies lourdes, et c'est le kiné le premier. Et donc c'est lui, et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille beaucoup avec les kinésithérapeutes, c'est lui qui va trouver le moment aussi, comme on disait tout à l'heure, il faut trouver le bon moment pour parler de l'APA, pour parler de l'ETP, pour trouver la structure ou le numéro de téléphone qui va bien au bon moment pour le patient. Et donc, je pense que c'est essentiel. Alors, c'est dommage que Patrice soit parti, parce que je pense que ça aurait été intéressant qu'il intervienne à ce stade-là dans le webinaire. Mais pour moi, c'est essentiel. Mais un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les kinés, ils font de l'ETP et de l'APA toute la journée, ils travaillent avec nous. Voilà. Après, et peut-être que c'est ça que voulait dire Patrice Leprince, peut-être qu'il faudrait trouver
une place plus officielle, parce que finalement, ils le font, mais ils ont pas, c'est pas reconnu comme tel, quoi. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, effectivement, donc le kiné fait partie intégrante de l'éducation thérapeutique, hein. Il y a des kinés qui proposent des ateliers de TP, et puis il y a des kinés qui proposent de l'activité physique adaptée, et un peu dans tous les cadres, hein, soit dans leur cabinet, voire même hors cadre, ou en pratique dans les maisons sport santé. Et on pourrait parler finalement de tous les professionnels autorisés pour la pratique d'activité physique adaptée par décret, en fait, hein. Effectivement, il y a aussi les ergothérapeutes, les psychomotriciens. Donc voilà, évidemment, tout le monde est inclus un peu dans cette stratégie. Et après, la complexité, c'est surtout de savoir à quel moment, à quel stade chacun intervient, et pour que chacun trouve un peu sa place. Mais ça, c'est encore des leviers et des questions pour la future stratégie nationale sport santé qui sortira sûrement en 2025. Tout à fait. Et puis là, je pense qu'on arrive pas très loin de la fin. Donc, merci beaucoup à Aurélie d'avoir mis les liens pour les 2 sites dont on a parlé, Sport Santé Normandie et le Vidal du Sport. Ben, merci à vous. Alors, il restait encore quelques questions qui avaient été posées par les inscrits en amont, qui concernaient surtout sur l'orientation. Donc, je pense qu'on a répondu à pas mal de ces questions. Je vous transmettrai quand même peut-être les questions en amont, voir si on peut apporter une réponse plus individualisée pour certaines d'entre elles, puisqu'effectivement, il est déjà 14 heures. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut dire un petit mot pour conclure. En tout cas, on vous remercie vraiment pour ces échanges riches. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à reprendre attache avec Planète ou avec nos intervenants pour poser vos questions et qu'on puisse vous apporter des réponses peut-être en proximité ou plus précises sur certaines problématiques que vous rencontrez. Et puis, si vous avez des suggestions à nous faire aussi, n'hésitez pas. Ce qu'on voudrait, c'est améliorer un petit peu le lien entre nous tous pour le plus grand profit de nos patients. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes suggestions. Merci. Merci à Merci à vous tous. tous. Merci Aurélie pour l'organisation et merci aux intervenants. Vous avez été au top, comme d'habitude. Merci à vous. Merci à vous et merci aux questions du public, hein. On vous espère nombreux. Prochain rendez-vous dans un mois sur un webinaire autour du diabète. Donc, vous avez le QR code si vous souhaitez aller vous inscrire dès aujourd'hui. Sinon, de toute façon, on vous transmettra les liens par la suite. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Et merci de nous avoir supportés pendant 1 heure.